Il y a quelques semaines, je te parlais d'un piège courant quand on veut vivre de son activité en ligne, qui est de créer du contenu pour créer du contenu. Faire comme il faut, de manière générale, faire comme il faut, entre guillemets, c'est souvent l'une des raisons pour lesquelles, même quand tu fais tout bien dans ton business, ça décolle pas vraiment, ce qui était tout le sujet de cet épisode. Ce que je vois beaucoup spécifiquement à propos de ça, c'est cette idée que le contenu est devenu une tâche, un truc à faire pour emmener les gens vers notre produit ou notre offre. Et oui, techniquement c'est vrai, sauf que c'est le contenu, le cœur du truc. C'est la première étape du business. C'est pas un bonus qu'on colle à la fin, un truc qu'on fait a posteriori parce qu'il faut le faire, et de manière générale, quand ça devient une tâche à faire, plutôt que ce que ça devrait être, c'est-à-dire un vrai moment de partage ou un vrai moment de transmission, eh ben on va être tout à fait honnête, souvent le contenu qui est créé comme ça, c'est un contenu qui est nul. On va utiliser le mot nul, dans le sens où c'est plat, l'énergie y est pas, et on sent que la personne y va à reculons. Souvent le fond est pas non plus terrible, parce que du coup on fait du truc pour essayer de donner de l'information, et quand on consomme ce genre de contenu, il n'y a rien qui sort en fait. Et le pire, c'est même pas que le contenu soit mauvais en lui-même, le pire, c'est que quand on est créateur de ce genre de contenu, on le sent. On le sent qu'on est en train de créer du contenu qui est pas terrible, qu'on est en train de faire une chose pour le faire, c'est un peu administratif. Et je pense que quand on ne prend pas de plaisir, quand on est une personne créative et qu'on se dit ah je vais créer un business en ligne, qu'on a des choses à dire, etc. et qu'on fait du contenu juste pour faire du contenu et qu'on n'y prend pas plaisir, en fait on a perdu le sens du truc. On a perdu le sens du truc. Et c'est hyper facile de tomber là-dedans quand on a le nez dans le guidon et qu'on se dit, voilà, il faut que ça marche, il faut qu'on y arrive, il faut faire ça, blablabla, blablabla. Mais je pense que quand on est là-dedans, on a perdu le sens de l'acte de création de contenu, ou du moins le terme contenu est peut-être pas le plus adapté ici, mais créer des choses sur Internet. Je pense que ça devrait venir depuis ton plaisir. Ça devrait être quelque chose que tu fais parce que tu as envie de le faire, parce que tu as besoin de le faire. Et pas parce que ton business a besoin du contenu, mais parce que toi, tu as besoin de dire quelque chose. Et si c'est plus le cas, si c'est devenu une corvée de faire ça comme ça, les choses commencent à se dégrader. Donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on fait pour trouver ou retrouver le plaisir de créer sur Internet. Je vais te parler, bien sûr, tout ça, ça vient de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vu dans mes clients. Moi, ça fait 10 ans que je crée du contenu, quasi toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine, dans des domaines qui sont aussi variés que les langues, le marketing. J'ai même un Substack plus ou moins sur la littérature. En ce moment, je suis très à fond sur les histoires de détectives. Donc voilà, je vais te parler de comment, encore aujourd'hui, je fais tout ça par choix et non par contrainte. Je vais te parler de principes. Va y avoir un travail d'adaptation de ta part, comme toujours, mais je pense que ça peut vraiment t'aider à retrouver ce plaisir. Il y a pour moi un seul principe fondamental que j'aimerais que tu gardes en tête. C'est le seul truc dont tu vas te souvenir après cet épisode. C'est vraiment le truc qu'il faut retenir, c'est ça. Tu devrais d'abord créer pour toi. Je pense que c'est le principe numéro 1. On doit d'abord créer pour soi. Et c'est pas forcément logique comme idée, parce qu'on entend l'inverse partout en fait. Mais à mes yeux, c'est l'un des principes les plus importants de la créativité. Parce qu'on oublie trop facilement que créer du contenu, c'est un acte de création justement. Et qu'un acte de création, ça a besoin d'un minimum de créativité, et que pour que ce soit créatif, une créativité qui te fasse plaisir, il faut que ça te fasse plaisir de le faire, quoi, en gros. Et donc il faut d'abord que tu crées quelque chose pour toi. Sauf que dans le monde du business en ligne, des gens qui te donnent des conseils sur Internet, moi ça m'est aussi arrivé sûrement de te donner ce genre de conseils, on est vite aspiré par des conseils qui nous disent de parler de stratégie, qui nous parlent de persona, qui nous parlent d'études de marché, qui nous parlent des formats qui fonctionnent, qui nous disent qu'il faut aller rencontrer les gens là où ils sont, etc. Et bien sûr que tout ça, c'est pas inutile, évidemment. Oui, quand on crée quelque chose, c'est aussi pour le partager, donc il faut qu'on touche les gens et qu'un minimum qu'on réfléchisse à qui est-ce qu'on s'adresse. Mais si tu te mets pas toi en premier et si tu mets les gens en premier,
il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger parce qu'on se perd. On se perd quand on fait ça. Et je dis ça en connaissance de cause. Moi, je me suis longtemps perdue dans ce que les autres attendaient de moi. J'ai passé une bonne partie de mon adolescence et même de ma vingtaine à essayer de répondre à ça, à me construire en fonction du regard extérieur. Et crois-moi, une fois que tu t'es perdu, c'est très long de revenir à une forme de personnalité et d'abandonner ces réflexes de people pleasing, comme on dit en anglais, d'aller faire plaisir aux autres avant de se faire plaisir à soi. Et puis en plus, quand on est tout le temps dans ouais, je vais faire ce que les autres veulent, je vais donner encore plus, je vais répondre, etc., non seulement on en fait beaucoup, et puis en plus on attire des gens qui en demandent beaucoup. Alors, quand je te dis ça, il y a tout un discours en ligne, il y a eu pendant longtemps, c'est peut-être un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais des discours par rapport aux gens narcissistes, etc. C'est pas forcément des gens qui s'en rendent compte, c'est pas forcément des gens méchants, tu vois, c'est pas du tout le sujet ici. Mais on se retrouve à produire du contenu pour nourrir des attentes qu'on n'a pas choisies. Et surtout, on se pose pas la question de est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui me plaît, dans lequel je me trouve, en fait. Et on nous demande très vite, si nous on se pose pas la question, de devenir un espèce de chat GPT humain, tu vois, quelqu'un qui sert, qui explique, qui répond à une problématique, etc., qui est disponible. Mais bah, on est humain, on n'est pas ChatGPT, on n'est même pas Google, et c'est pas normal qu'on attende ça de toi, c'est pas normal que toi tu sois ok avec cette position-là. Et puis surtout, même si tu arrivais à réussir à atteindre un certain succès comme ça, je pense que c'est pas possible, mais même si tu réussissais à avoir un certain succès avec ce genre de démarche, si ça commençait à bien marcher financièrement, que tu avais beaucoup de clients, etc., c'est un succès qui en vaut pas la peine. C'est un succès chiant, c'est un succès qui te demande d'être au travail en permanence, c'est un succès qui... Non, non, bah non, personne n'a envie de ça. Je pense que si tu es en train d'écouter ce podcast aujourd'hui, c'est parce que tu veux pas de ce genre de victoire-là. Toi, quand tu veux un succès, c'est sur tes propres termes. Et donc, ça veut dire que ce que tu crées doit être créé sur tes propres termes à toi. Parce que le but, dans tout ça, je le répète tout le temps, mais c'est important que tu l'entendes et surtout que tu l'appliques. Le but, c'est de créer quelque chose qui te sert pour que tu puisses tenir sur la durée. D'accord? Parce que le but, c'est pas de sortir un ou deux contenus, d'avoir mis tout son jus là-dedans, et que derrière être en burn-out complet ou en perte de sens. Et si t'arrives dans cette situation-là, c'est terminé, t'as perdu en fait. Tu peux pas construire un business dans un succès qui te met en burn-out toutes les 3 semaines, c'est pas possible. Donc oui, euh, c'est un sujet que j'aime bien aborder, mais ton boulot, c'est aussi de gérer ta propre motivation, et ça veut dire que il faut que le contenu te nourrisse toi. Et que c'est pas un luxe. J'ai bien envie que tu l'entendes ça. C'est pas un luxe de se nourrir soi-même en premier. C'est pas un caprice. C'est une nécessité. Dans notre business, c'est une nécessité. D'accord? Ceci dit, comment est-ce qu'on fait pour se nourrir soi-même? Est-ce qu'il y a d'autres principes que juste faire des choses qui nous plaisent? Oui. Je pense que la première vraie façon de créer pour soi, c'est d'abord de se reconnecter à ce qui nous anime vraiment. Tu vois, pas ce qui est utile, encore une fois, pas ce qui est tendance, et surtout, pas ce que l'algorithme attend de nous, mais ce qui te remue toi, ce qui te fait plaisir toi. Ça vaut sur le fond, donc tu vas parler de ce qui te dérange, de ce qui t'obsède, de ce qui te donne envie de parler, de ce qui te fait vibrer de manière générale. Ça peut paraître tout bête, dit comme ça, mais c'est quelque chose qu'on oublie très très vite. Parce que quand on entre dans le monde de la création de contenu, on te pousse à t'intéresser à tout, sauf au fond. Pourquoi? Parce que c'est simple à enseigner en fait. C'est aussi con que ça, mais c'est parce que c'est simple à enseigner. Parce qu'on va te dire de choisir un format. On va te dire, bah voilà, tu peux faire du blog, tu peux faire du podcast, tu peux faire de la vidéo. Et puis on va te dire que du coup, pour faire un blog, il faut apprendre le SEO, il faut comprendre les métadescriptions, les analytics, les meilleures heures de publication, machin, machin, machin. Et bref, tu te retrouves avec, au lieu d'un travail créatif et intellectuel où tu sors des trucs, tu te retrouves avec une espèce de to-do list de la forme, où tu as plein de trucs à apprendre que tu connaissais pas, et tu te retrouves à faire de la technique en fait. Tu bosses sur les choses techniques, en pensant que c'est là que tout se joue, parce que
le discours ambiant est que si tu maîtrises le SEO, tu vois, ton article, il va se retrouver en première page de Google, et là les gens vont venir te voir, etc. Et que si tu respectes tous les codes de YouTube, si tu fais des bonnes vignettes, etc., ta vidéo, elle va buzzer et ça va être génial. Et si tu suis toutes les bonnes pratiques, en gros, tu vas avoir tous les résultats. Mais en vrai, tu peux suivre toutes les bonnes pratiques que tu veux, mais si le fond n'est pas là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le fond d'abord. Toujours le fond. Ce que tu dis, pourquoi tu le dis, la façon dont tu le ressens, c'est ça qui accroche, c'est ça qui crée un lien. Et la technique, c'est un amplificateur, c'est un truc qu'on fait pour faire en sorte que ça marche un petit peu mieux. Et je vais te donner un exemple personnel pour te montrer comment est-ce qu'on fait pour mettre la forme en second avant le fond. T'es pas obligé de suivre ce que moi je fais, bien sûr, là, tout l'intérêt c'est d'adapter ça à ta propre personnalité, à ta propre business. Mais voilà. Peut-être que tu es en train d'écouter cet épisode de podcast sur YouTube ou sur Spotify. Et si tu es en train d'écouter cet épisode de podcast sur YouTube, tu as vu qu'il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo, c'est une image qui bouge pas. Et voilà. Et très franchement, voilà, si je mettais la forme un petit peu plus en avant dans mes priorités, je ferais une vidéo avec soit une facecam ou je sais pas, enfin un truc, voilà. Et je pourrais avoir probablement beaucoup plus de vues si je mettais ma tête sur YouTube. Mais j'ai pas envie. J'en ai pas envie. Et pour avoir fait l'expérience, j'ai eu une chaîne YouTube pendant quelques années qui s'appelle toujours d'ailleurs Just French It, sur lequel tu peux voir ma tronche. Et je faisais presque 2 vidéos par semaine à un moment. Mais ça m'anime pas. Justement, ça me freine dans le fond. Parce que le montage vidéo, ça me saoule. Mais à un point, ça me saoule. Le montage vidéo. Et je sais que chaque heure passée à couper une vidéo, éditer une vidéo, mettre des belles animations, mettre des machins, c'est une heure que je passe pas à réfléchir à des nouveaux contenus, à créer des formations, à lire des choses inspirantes pour ensuite te les partager. Et je sais que ça me bouffe. Et donc je choisis ce qui m'anime, le fond, avant de regarder ce que je peux faire au niveau technique pour quand même être sur YouTube. Là, en l'occurrence, je fais une expérience. Ça fait quelques vidéos que je poste où c'est juste une image qui bouge pas. On verra comment ça performe. Mais ce sera, voilà, quelque chose que je ferai derrière, quoi. Je fais d'abord les choses comme moi je les entends. Et comme moi, ça fait sens. Je fais le choix conscient de ne pas faire ce qui est optimisé par rapport à la forme, pour pouvoir rester fidèle à ce qui m'allume à l'intérieur, en fait. À pouvoir passer plus de temps sur le fond, en fait. Et je te recommande chaudement d'adapter ce conseil et de faire pareil. Surtout parce que il y a un autre principe à garder en tête. Les plateformes sont pas tes amis. Ça, je pense que tu le sais. YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, même Substack. Si tu connais pas Substack, c'est un nouveau réseau social de texte, entre texte et newsletter, c'est assez intéressant. Mais même Substack, c'est des casinos numériques en fait. C'est des environnements qui sont optimisés pour te rendre dépendant. Et surtout, c'est des environnements qui sont optimisés pour toi en tant que créateur, te faire croire que ta valeur, ou du moins que la valeur de ce que tu crées, dépend des vues, des likes, des commentaires, des machins, des tout ça. Et c'est très très facile de perdre de vue l'essentiel quand on fait ça comme ça. Tu vois, de perdre de vue l'idée que en fait je crée d'abord pour moi. Parce que du coup tu regardes les performances et tu te dis ah bah j'ai moins de vues cette semaine que la semaine dernière, ah bah ce que j'ai posté aujourd'hui ça doit être moins bon que la semaine dernière. Ou ce contenu-là, il a mieux marché, donc il faut que je refasse pareil. Ou alors, si ça n'a pas performé, c'est parce que c'était pas bon, en fait. Mais non. Mais non. Là, tu es en train de donner à la plateforme le pouvoir de jugement sur la valeur de ce que tu fais. Et or, on essaie de sortir de ça. Surtout qu'en plus, je te le rappelle, les vues, ça ne détermine pas la valeur. D'ailleurs, les vues, elles sont pas fiables. Dans le sens où c'est pas parce qu'une vidéo a fait 1500 vues qu'il y a vraiment 1500 personnes qui ont vraiment entendu ton message. C'est pas parce que ton post il a été vu que le message a été reçu. Tu vois, il y a une différence. Moi, je fais des podcasts, je fais des articles, je fais des vidéos, ça fait pas beaucoup de vues. Je suis pas quelqu'un qui fait du volume de vues de manière générale. Et pourtant, je vis de mon activité. Je vis de mon activité en faisant pas beaucoup de vues, parce que le pas beaucoup de vues que je fais, ce sont des vues de qualité.
Et donc, il faut vraiment pas confondre la performance visible avec la pertinence réelle de ce que tu dis. Ne donne pas à la plateforme le pouvoir de jugement sur ce que tu fais. Garde toi-même le jugement de ce que tu fais. Regarde ce que tu as fait et regarde si tu es fier de tout ça, en fait. Parce que si tu... En fait, qu'est-ce qui se passe si tu donnes trop de pouvoir à la plateforme par rapport à ça, c'est que chaque plateforme a des dogmes. Sur YouTube, par exemple, pour capter l'attention, il faut faire des vidéos rythmées, divertissantes, avec des effets, du storytelling, du montage, du blabla, du monsieur. Voilà. Et le héros de YouTube, c'est MrBeast. D'accord. Sur Instagram, les héroïnes d'Instagram, parce que c'est plutôt quand même relativement des femmes, ce sont des femmes jolies, bien foutues, voilà, etc. Il faut que ce soit joli, parfait, il faut que ce soit brandé, il faut qu'on ait toutes les bonnes couleurs et les bons machins, etc. Sur Substack, même sur Substack, il y a des dogmes, c'est un réseau social plutôt récent, mais il y a des dogmes. Il y a une forme de pression sur le ton à adopter spécifiquement. C'est généralement comme ça que ça se passe sur les réseaux textes. C'est pas une question de qu'est-ce qu'on fait ou comment on doit le faire, c'est le ton et ce que tu dis qui est important. Donc dans Substack, le ton qui est important, c'est l'anti-réussite financière, l'art c'est noble, mais c'est pas rentable, mais c'est pas grave, on fait les choses pour... Voilà. Et ça peut devenir hyper pesant en fait à force. Sur Twitter, c'est d'autres dogmes, etc. Et ça devient dangereux quand tu t'investis trop dans cette plateforme au point de te modeler sur cette plateforme. Et du coup, encore une fois, parce que tout ça, ça fait en sorte que tu t'oublies. Tu t'oublies dans cette chasse à la dogme, si tu veux. Et tu te contentes de la récompense de la plateforme, alors que pour avoir de la joie à créer, je te rappelle, c'est l'objectif, il faut que ça vienne de toi. D'accord. Un autre truc à garder en tête. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles sacrées. Plus largement, quand tu crées tout court, il n'y a pas de règles, en fait. C'est tout le principe de la création. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de truc qu'on suit et il faut faire ça dans ce ordre-là pour qu'on ait du résultat, tu vois. Il y a des principes, d'accord, mais il n'y a pas vraiment de règles. Et il n'y a pas de formule magique. C'est important à le rappeler. Il y a autant de chemins de création et de réussite qu'il y a de créateurs qui ont réussi, tu vois. Et d'ailleurs, il y en a certains qui font tout mal, entre guillemets, et qui réussissent quand même. L'essentiel, du coup, pour toi, encore une fois, c'est pas de te concentrer à trouver les bonnes règles à suivre, ni chercher à copier les bons formats, ni cocher toutes les cases, etc. Le tout, c'est de trouver ce qui, toi, t'anime pour de vrai, encore une fois. Alors là, je t'ai donné plein de trucs, genre, il faut pas faire ça, faut pas faire ça. Maintenant, je vais parler un petit peu plus de ce qu'il faut faire, justement. Enfin, de ce que je pense qu'il faut faire, parce qu'encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Mais ce que tout ça m'a appris, suivre ces principes, et que j'ai mis très très longtemps à comprendre, je t'avoue. Parce que je suis le genre de personne qui aime bien collectionner, j'aime bien compiler, j'aime bien structurer, voilà, ça me parle comme discours. Et je suis en train un petit peu de désapprendre ces choses-là. Parce que je me suis rendu compte que le vrai processus créatif, ça peut pas être structuré. Ça peut pas être une question de collection, de compiler, de machin, de ceci. Un processus créatif, si tu veux qu'il dure, ça doit rester vivant. Un système qui est vivant, c'est un système qui change. C'est un système qui de temps en temps repart à zéro. C'est un système qui fait du tri, c'est un système qui archive, c'est un système qui recommence. Et ça, c'est encore une fois une nécessité. Ça fait partie de l'hygiène créative. Et il y a un principe qui illustre bien tout ça, c'est que les idées ont une date de péremption. Si tu crées depuis plusieurs années, tu as probablement une liste d'idées qui est longue comme le bras, tu vois. Si tu ajoutes des idées de contenu, de produits, de machin, etc., t'as des listes partout, et les listes deviennent très très grandes, même après juste quelques semaines de réflexion active. T'as des listes que clairement tu pourrais jamais réussir à finir. Et tu te dis, ah c'est trop bien, comme ça je serai jamais à court d'idées. Sauf qu'en fait, quand tu essayes de faire quelque chose des idées que tu as notées depuis longtemps, tu te rends compte que c'est difficile. C'est beaucoup, beaucoup plus facile, par contre, de travailler sur une idée fraîche, une idée que tu viens d'avoir, tu vois. Et ça, je pense que c'est parce que les idées ont une date de péremption, si tu veux. Et si tu mets pas ton énergie sur l'idée fraîche,
bah tu perds le côté frais de cette idée, et ça devient très très difficile de ressusciter artificiellement une espèce d'excitation pour une idée qui est passée en fait. Et donc je pense que tout ça nous amène donc au concept de l'hygiène créative. C'est un concept sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment. Euh, et, euh, et en fait, je pense que le grand principe de l'hygiène créative, comment est-ce qu'on fait pour rester créatif, pour faire en sorte que notre créativité soit saine, qu'elle ne nous étouffe pas, qu'elle soit toujours, enfin plus ou moins stable, même si la créativité a des hauts et des bas quand même. Et je pense que la seule constante que j'ai trouvée à cette créativité, il y a plein de choses qu'on peut faire pour lancer la créativité, pour etc. Mais la seule vraie constante qui existe derrière la créativité, euh, c'est le changement régulier. Et d'ailleurs, si tu regardes, je pense que je suis pas la seule infopreneur qui vive de son activité que tu connais. Tous les infopreneurs que moi je connais personnellement, qui tiennent et qui ont tenu sur le long terme, ce sont des infopreneurs qui sont passés par des changements. Des changements parfois profonds, tu vois. Parfois, ils ont changé de business carrément. Tu vois, ils sont partis dans un autre truc. Ils faisaient du copywriting, ils sont partis sur comment on appelle ça, les finances personnelles. Ils faisaient, je sais pas, du marketing. Ils sont repartis sur les langues ou etc. Enfin, il y a plein de changements qui sont passés comme ça. Ou alors, ça peut être des changements un petit peu plus subtils dans le système qu'ils utilisent. Ils ont arrêté la vidéo, ils ont lancé une newsletter, ils ont laissé tomber leur podcast, ils font autre chose à la place, maintenant ils sont sur Substack, ils sont plus sur Twitter, etc. Je pense que c'est important, en fait, qu'on a besoin de ces grands coups de balai dans notre business et dans notre créativité pour continuer à créer des choses qui sont intéressantes. Parce que sinon, en fait, quand on reste toujours dans le même environnement, au bout d'un moment, on recycle. On recycle l'air, tu vois, c'est un peu comme une pièce fermée. Et c'est pas sain. C'est pas sain, et au bout d'un moment, on devient obsessionnel, et pas dans le bon sens du terme, parce que je pense qu'il y a une bonne façon d'être obsédé, mais... enfin, du moins d'être dans l'obsession, on va le dire comme ça. Je pense que c'est ça, c'est ce changement qui permet de continuer. C'est ça qui permet d'aimer encore et encore ce que tu fais des années après. C'est des micros et des macros changements de temps en temps. Ça veut dire même, tu vois, des choses qui sont pas forcément visibles dans ton business. Moi, ça m'arrive, récemment, dans mon système de prise de notes, je suis revenue à un cahier. Tu vois, un truc tout con, mais j'étais 100% digital, je suis revenue à un cahier, bon, les idées fusent. Les idées fusent. Et c'est bête, mais c'est un tout petit changement, tu vois. Donc pour moi, ça, c'est c'est l'hygiène créative, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce soit toujours vivant. Et il y a un autre truc qui fait que je pense... qui rend la création joyeuse. Et c'est un principe sous-estimé parce qu'en fait, il n'est pas direct. C'est le retour au jeu, à la curiosité naturelle, à un truc un petit peu enfantin, en fait. Et suivre ça en dehors de... Pas forcément dans ton business, même si ça fait sens dans ton business, pourquoi pas. Mais en dehors de ton business, tu vois, essayer de retrouver une joie pure. Tu vois, une joie comme on était enfant, qu'on ouvrait un livre et que c'était notre livre préféré, ou tu vois, un truc dans ce genre-là, genre on avait le droit de regarder un dessin animé à la télé, ou tu vois, l'excitation, l'humour bête, la fierté un peu légère, tu vois, un truc, le jeu en fait, un truc qui joue. Et je pense que c'est très très important parce que c'est quelque chose qui nourrit le réservoir créatif justement. Ressentir ces émotions en dehors de la création pure qu'on peut faire pour la création de contenu, c'est... Voilà, si t'es vraiment à sec, peut-être qu'il ne faut pas essayer de forcer la création de contenu, donc du coup pour ton business, ou même si c'est un projet pas forcément business d'ailleurs, et de chercher autre chose. De chercher à trouver une forme de joie autre part que tu vas pouvoir ensuite canaliser dans le business. Tu vois. C'est le même principe que faire une pause, tu vois, c'est de retrouver un espèce d'équilibre intérieur, ou de la méditation, essayer de trouver un truc, je sais pas, un point d'équilibre que tu vas pouvoir ensuite retrouver plus facilement puisque tu l'as trouvé autre part. Et parfois c'est plus simple d'aller chercher la joie autre part et de l'amener
de la réamener dans ta création plus tard. Tu peux aller la chercher, je sais pas, dans un film, dans un mauvais bouquin, dans une discussion au bar avec tes copains, si ça t'intéresse, je sais pas, un truc de fléchette, ou dans un jeu de société, dans un cours de poterie, dans une balade sans téléphone, enfin je sais pas, il y a plein de choses. Et me vient un passage que j'aime beaucoup dans Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, qui dit « On ne se bat pas dans l'espoir du succès, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile ». Et en fait, ça me parle dans le sens où quand on cherche le beau autre part, on le trouve aussi dans ce qui est utile derrière. Il y a une espèce de une transmission qui se fait d'une partie de ta vie à l'autre. Donc voilà. Tout ce dont je viens de parler, au fond, ça tourne autour d'une seule chose, encore une fois. Premièrement, de créer pour soi, de retrouver sa créativité pure, de ne pas se laisser embarquer dans les conseils techniques et les plateformes. Et je pense qu'il y a un principe qui est encore plus important que tout ça, et dont je te parlerai la semaine prochaine, qui est construire sa propre vision du monde. Construire ta propre vision du monde, c'est vraiment la boussole qui alimente tout ce que tu vas faire derrière. C'est ce qui donne du sens à ta création derrière. Et sans, il y a de grandes chances que tu n'arrives pas à créer quelque chose de particulièrement utile. C'est ma bataille personnelle en ce moment. Depuis quelques mois d'ailleurs. C'est aussi ce qui me permet de continuer à créer avec plaisir encore aujourd'hui. C'est vraiment de retourner à cette vision du monde. Et voilà. Et la semaine prochaine, du coup, je prépare une formation. Elle est déjà disponible d'ailleurs sur mon site si tu veux l'acheter tout de suite. Il y aura une petite offre de lancement la semaine prochaine, lundi prochain. Si tu veux recevoir cette offre de lancement, il faut être inscrit à la newsletter. Ce sera donc le 21 juillet 2025. Ce système, donc, c'est un système en 5 modules qui te permet de travailler ta vision du monde pour pouvoir créer du contenu plus facilement derrière. Voilà, ça va te permettre de retrouver la joie, retrouver ce qu'il faut que tu retrouves pour créer du contenu intéressant et passionnant derrière. Et moi je te dis du coup, à la semaine prochaine!